Prenons le testament de Jean-François Champollion. Là, c'est le scoop des scoops. Vous prenez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion a bien vu que les Égyptiens étaient des Noirs. Il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud, du Soudan. Et il a écrit. Et il y a un moment, il dit, j'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II. D'accord? Comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine, formellement, parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivants dans leurs descendants au Soudan, ont été enlevés de la version française. Mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, vous retrouvez toutes les pages que les Français ont enlevées chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens. Bon. Mais la chose, c'est que quand vous voyez les faciès de l'époque tinnite, franchement, vous voyez des faciès bantous. Et je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais à l'université de Toulouse, quand un historien juif m'a dit « Monsieur Omotunde, comment peut-on affirmer que les Égyptiens anciens étaient des Africains et qu'ils étaient noirs ?» Je lui ai dit « Je vous écoute ». Et ce monsieur a dit « Ils avaient des pommettes hautes ». Vous savez, quand vous faites du dessin, il faut dessiner le visage des gens. Donc les traits, c'est pour ça que Dominique Vivant-Denon, quand il dessine les statues de pharaons, tout ça, il dit ça, ce sont des Africains, ce sont des nègres. Parce que les faciès sont marqués. Quand vous êtes dans la finesse du trait, vous savez ce qu'il faut faire pour faire un sémite, ce qu'il faut faire pour faire un Européen, ce qu'il faut faire pour faire un Africain. Et au niveau de cette finesse de trait, on voit bien que là, on a affaire à un Africain. Mais je voudrais vous montrer un document, le document numéro 3, où il y a eu un documentaire qui est très ancien, qui parlait justement de la couleur de peau de Toutankhamon. C'est important de prendre le temps de voir ce que disait ce monsieur à l'époque déjà. On part pour le Et il fait parler chez Kanta Diop d'ailleurs dans son documentaire. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons, dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ ? Ici se sont succédés, dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent,
notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent, représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Alors encore une fois, une démonstration voilà, par A plus B, l'Égyptien vu par lui-même. Voilà, vu par lui-même. Alors je voudrais revenir vraiment sur un point précis. Vous savez que nous devons à quelqu'un que je trouve quand même extraordinaire, c'est René Louis Étilé Parfait, qui est docteur en égyptologie. Et je dirais c'est lui qui m'a vraiment permis d'asseoir non seulement l'image, mais l'ossature de l'Institut Africamat que nous avions monté à Paris. Vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des Égyptiens anciens, par réflexe, on a commencé à accumuler de la documentation, mais on n'y lisait pas les hiéroglyphes. Lorsque René Louis s'est consacré véritablement, sérieusement, à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage, donc de ces médunetières que les anciens appelaient les paroles de Dieu, voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux. Parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes, on se rendait compte qu'en fait, celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les Égyptiens anciens de lui-même. Et lorsque j'avais soulevé un débat avec un égyptologue et qu'il a commencé par sortir des tableaux, donc qui sont des fresques murales, on s'est rendu compte qu'ils avaient tout simplement à la palette graphique recomposé les éléments du tableau. D'accord. Mais comme nous avions acheté des documents de fouilles, on avait le classement naturel, le vrai classement, celui qui avait été dessiné par les Égyptiens anciens sur leur tombeau. Donc ça a été un choc pour nous, c'est-à-dire René Louis et moi, de découvrir que tous ces ouvrages que nous avions depuis tant de temps, le fait d'accéder maintenant à la compréhension des Égyptiens anciens, on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début. C'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez... Rappelez-vous le documentaire, on vous dit qu'on est dans le tombeau d'Amenhotep alors qu'on est dans le tombeau du roi Ounas. Oui, oui. Si vous ne savez pas lire l'Égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire l'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traitez d'imposteurs alors que les imposteurs c'est eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Alors j'ai amené justement M. Pomouri, qui a fait une intervention sur la problématique du traitement de l'historiographie de Cheikh Anta Diop. Ce serait bien qu'on prenne le temps de regarder même 2 minutes de son intervention, parce que c'est quand même intéressant. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, le temps passe vite, oh là là, c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait.
toute la civilisation pharaonique. Donc là, on est en moins 2700, 2570. C'est le roi de la 3e dynastie. Donc voilà. On voit ici de profil. Donc il y a des caractéristiques morphologiques. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà. Donc ça, c'est son gouverneur. C'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara. Moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça, enfin, c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là hein, à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, hein, l'analyse génétique montre que Ramsès III est l'homme E, probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13, et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà. Vous avez bien mélangé le tout, mais bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 hein, avant Jésus-Christ. Donc là c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent, c'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien et qui se représente comme ça ici, hop, voilà, l'Égyptien vu par lui-même, donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon, ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne. Et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, hein, que vous pouvez trouver sur Internet. Là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique. Et dans le camp... J'aime bien effectivement les petites boutades qu'il se permet pour montrer un petit peu l'absurdité des révélations qu'on a été faites. Non, c'est-à-dire que là aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que nous on a monté un institut, qui est l'Institut d'Histoire à Nijar, de manière à permettre aux gens d'avoir la documentation. Et que je pense que les jeunes surtout doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester passifs devant de telles attaques, devant un tel comportement éhonté qui a pour vocation véritablement de nuire à la vérité et de créer des antagonismes entre les peuples humains. Et qu'il faut arriver à tourner la page de cette raciologie. Et qu'aujourd'hui, les matériaux historiographiques que nous disposons ne valident pas les thèses racistes. Il faut bien le comprendre. Et que la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on ne remet pas en question l'intelligence occidentale. Mais on dit simplement que quand on raconte l'histoire de telle ou telle science, l'histoire de tel ou tel objet, il ne faut pas oublier de mentionner l'Afrique. Je prends par exemple, j'étais en discussion avec un monsieur en Afrique du Sud, je lui disais, est-ce que vous savez que la cornemuse est une invention de l'Afrique ? On a trouvé des cornemuses en Égypte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? Le pigeon voyageur, c'est une invention de l'Égypte noire pharaonique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup le bowling, toutes ces choses-là qui existent, là, le couteau, la fourchette, des choses même comme le ça. scalpel ou la chirurgie. Ce sont des choses qui viennent de l'Égypte noire pharaonique, de l'Afrique noire pharaonique. Il faut savoir que aucun noir n'a jamais appelé son pays Égypte. C'est un mot grec. Les gens appelaient leur pays Kemet ou Kemiou. Et Kemiou, comme disait René Louis-Tillet, la seule façon de traduire ce terme, c'est le pays de ceux qui sont noirs.
Voyez, la terre noire, certains traduit par la terre noire. Il n'y a pas de terre noire, parce que le newt, qui est le déterminatif, quand vous faites newty, ça veut dire les citadins, ça ne veut pas dire les terriens. D'accord. Mais comme c'est une science qui a été bâtie à l'époque de la raciologie idéologique des Lumières, on tente de donner à tous les termes litigieux une connotation occidentale qui arrangerait leur thèse. Mais un jour viendra où tout ça sera tout simplement mis à mal par je dirais une jeunesse aussi d'égyptologues occidentales qui va à un moment décider de régler définitivement cette question. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui a été réglé. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'il y a eu ce débat à la télévision, ce reportage, mais on a déjà beaucoup avancé, puisque le problème ne se situe plus là aujourd'hui, mais tout simplement de bâtir nos humanités classiques africaines. C'est là où se trouve cette réalité, c'est ce que nous faisons à l'Institut d'Histoire à Nijar. Voilà. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde. J'espère qu'on vous retrouve jeudi prochain. Oui, totalement. Pour une nouvelle émission, effectivement, sur cette anthropologie. Et je tiens quand même à rappeler que bientôt on aura l'occasion d'avoir ces spécialistes des mathématiques africaines, parce que le colloque que nous allons organiser aura lieu le 31 octobre jusqu'au 3 novembre, et je ferai venir vraiment des spécialistes sur le plateau, de manière à faire en sorte qu'ils puissent vous expliquer comment cette culture noire, elle est fondamentalement scientifique. Je pense que c'est important avec impatience qu'ils soient là parmi nous. Merci beaucoup en tout cas, vous d'être venu sur ce plateau.